Vous écoutez Pierre Nantel. Arrivent les fêtes de famille avec Noël et le temps des fêtes. Et êtes-vous du genre, vous, à pistonner un membre de votre famille qui est dans le monde médical pour poser des questions sur ce qu'on devrait faire devant ça? C'est-tu vrai que je devrais pas manger tant de gigots d'agneau? C'est-tu mauvais, des bines pour la santé? Alors, on a la chance de parler avec un médecin qui est le docteur Christopher Labosse, qui est associé à l'Organisation pour la science et la Société de l'Université McGill. Bonjour, docteur Labosse. Bonjour, bonjour. Bonjour, dites-moi, vous êtes habitué à ce genre de questions quand vous arrivez dans une fête de famille? Vous, les gens, vous dites, t'es médecin, il faudrait que je te parle de telle affaire. C'est vrai que chez les crotons, là, je devrais pas en manger tant. Honnêtement, moi, je reçois des questions comme ça à chaque jour. Et c'est bien, moi, j'aime répondre à des questions comme ça parce que je me mêle pas aux politiques, je sais pas beaucoup sur les sports, alors j'ai pas beaucoup de choses à dire lors des soirées de Noël. Fait que le alors, sujet vous convient. Alors, c'est un sujet où je peux dire au moins quelque chose d'intelligent. Ah, ben, je suis certain que c'est le cas. Dites-moi, quand on s'attend, on s'apprête à aller fêter, à réveillonner comme ça, est-ce qu'il y a vraiment des enjeux de santé qui vous apparaissent, qui ressurgissent dans le temps des fêtes, alors que normalement, il y a certainement, entre autres, au niveau des virus respiratoires, une prévalence de l'échange de ces fluides? Je dirais que oui, il y a certainement plusieurs enjeux qui sont importants. Je crois que après le COVID, je pense qu'on a commencé à réaliser encore plus la facilité avec laquelle les virus peuvent se partager entre gens. Je pense qu'avant le COVID, on réalisait pas. Oui, on savait que la grippe se partageait plus l'hiver, mais je pense que l'effet du COVID nous a fait réaliser à quel point la qualité de l'air dans nos maisons, dans nos bâtiments est importante. Maintenant, dans une maison, c'est assez facile de régler la qualité d'air. On ouvre une fenêtre, on a un peu de contrôle, mais c'est plus dans nos bureaux, dans les meubles publics où on n'a pas vraiment de contrôle sur la qualité d'air, où ça devient excessivement important. Pour une soirée de Noël, c'est quand même assez simple de régler ça. On ouvre une fenêtre, on ouvre une porte, on dit aux gens, si vous êtes malade, venez pas, j'espère que ça c'est évident. Et la chose la plus simple, si on a des patients à haut risque, quelque chose qui est assez facile à acheter, c'est un filtre d'air qui, si c'est approprié pour la grandeur de la chambre, va être assez adéquat pour essayer d'enlever les virus de l'air. Dites-moi, est-ce que il n'y a pas aussi de nombreuses précautions liées aux allergies alimentaires, par exemple, et même aux animaux aussi? Oui, certainement. Et quand on est en famille, c'est assez simple de dire, OK, papa ne peut pas manger des arachides, mon oncle Antoine ne peut pas manger quelque chose d'autre, disons. Alors, en petit groupe, c'est assez facile de gérer ça. Mais ce qu'on voit spécifiquement chez les enfants qui ont des allergies à des arachides et tout ça, c'est important de faire et de poser quelques questions importantes, principalement quand la nourriture est préparée par quelqu'un d'autre. Hein. Si on est en train de commander quelque chose de l'extérieur, ça vaut la peine et c'est important de poser quelques questions. Est-ce qu'il y a des arachides? Est-ce qu'il y a ci? Est-ce qu'il y a ça? Parce que les allergies alimentaires sont assez communes et c'est assez facile de prévenir une réaction sévère. Tout à fait. Et il y a aussi beaucoup de changements d'habitude. C'est-à-dire que beaucoup de gens ne mangent jamais en volume, en quantité et la nature de ce qu'ils vont manger aux fêtes. Est-ce que vous voyez souvent des gens qui font des excès de table qui, normalement, en dehors de la période des fêtes, ça n'arriverait jamais? Oui, et actuellement, il y a une maladie médicale spécifiquement sur ce sujet et c'est un problème cardiologique. On voit souvent des gens qui développent des arythmies à cause de l'alcool qu'ils boivent pendant les temps des fêtes ou pendant les vacances. Et parce qu'on boit plus d'alcool, je pense qu'on a toujours cette idée que le vin rouge, principalement, c'est bon pour le cœur, mais en réalité, l'alcool n'est pas bon pour le cœur. Il y a beaucoup de sucre, il y a beaucoup d'effets long terme où on gagne du poids et c'est pas bon pour la santé en général. Mais en court terme, l'alcool peut aussi être arythmogénique. Donc, ça peut provoquer des arythmies dans le cœur
si on commence à consommer un montant un peu excessif. Et dites-moi, dans toutes les nouvelles offres, parce qu'autrefois, je sais pas moi, on buvait beaucoup moins de vin, on buvait beaucoup plus de bière et d'alcool fort. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des nouvelles problématiques reliées aux nouvelles consommations au niveau des boissons? Quand on parle de boissons, et si on compare le vin, la bière, les autres boissons, honnêtement, il n'y a pas une grande différence. Cette idée que le vin rouge est différent que les autres formes d'alcool, honnêtement, c'est pas supporté par la majorité des recherches sur le sujet. L'alcool, en général, est un peu problématique, principalement à cause du sucre, parce qu'il y a beaucoup de calories dans de l'alcool, mais cette idée que le vin rouge est bon pour le cœur est un des plus grands mythes médicaux qui persistent dans la société et ça se copie de génération en génération. Je ne sais pas si vous voyez notre entrevue actuellement à la télévision, mais je viens de croiser les bras. Là. Je suis très déçu de ce que vous venez de nous dire. Très déçu. Parce que ce fameux mythe du régime méditerranéen, là, de cet Italien qui poussait sa gondole, qui avait 73 ans puis qui était en grande forme parce qu'il mangeait beaucoup d'huile d'olive, buvait du rouge tous les soirs. En bout de ligne, scientifiquement, pour vous, c'est clair que c'est de la frime. Plus ou moins, oui. Je pense que quand on regarde le diète méditerranéen en général, c'est actuellement très bon, dans le sens qu'on mange pas beaucoup de viande et il y a beaucoup de fruits et légumes. Mais l'idée que le vin rouge fait partie intégrale de cette diète est probablement pas basée sur la science et on saurait tous mieux si on buvait un peu moins. Dites-moi, donc, alcool, bien évidemment, beaucoup de sucre. Beaucoup de desserts, beaucoup de j'ai fait du sucre à la crème, check ma nouvelle recette, etc. Est-ce que vous constatez, vous, chez vos patients ou dans vos études, une hausse de poids évidente, moyenne après les fêtes? Oui, je crois que c'est assez évident. C'est que maintenant, c'est pas excessif pour la majorité des populations, c'est 1 à 2 kilos, quelque chose comme ça. Le problème, c'est pas l'effet d'un Noël en particulier, mais c'est l'effet cumulatif à cause des années. Parce que c'est plus difficile de perdre le poids quand on a un peu de surpoids. Alors, c'est mieux d'essayer de garder un poids stable parce qu'on pense, je vais perdre le poids après les fêtes. Actuellement, ça, c'est très, très difficile de perdre le poids. On peut gagner 1 à 2 kilos au cours de 2 semaines et ça va prendre toute l'année pour essayer de le perdre parce que perdre du poids est quand même assez difficile. Alors, c'est plus facile de l'éviter en premier comparé à essayer de le perdre après. Et est-ce qu'il y a des trucs, justement, pour éviter de le prendre? Est-ce que, par exemple, utiliser une plus petite assiette? Parce qu'évidemment, si on prend une assiette qui est immense, ça peut facilement contenir, pas immense, une grande assiette puis une assiette de moyenne de service, ça contient facilement le double, alors que ça semble pas si plus gros. Est-ce que c'est un truc qui est valable, ça? C'est une excellente question parce que si vous m'avez demandé ça fait 5 ans, j'aurais dit oui. Okay. Cependant, la recherche sur laquelle cette idée est basée, ça vient d'un chercheur américain qui s'appelle Brian Wansek. C'est lui qui a proposé plusieurs trucs comme ça. Ah bon? Et dans les années récentes, on a constaté que beaucoup de ces programmes de recherche avaient des problèmes statistiques et beaucoup de ces publications ont été retirées des revues scientifiques. Alors moi, je suis moins convaincu que c'est quelque chose qui va aider. Certainement, si on met beaucoup de nourriture sur notre assiette, notre instinct, c'est de terminer tout ce qu'on voit devant nous. Le problème, c'est que si on a une plus petite assiette, c'est assez facile de se lever pour avoir une seconde dose et une troisième dose. Oui, aussi. Alors, on utilise ça comme justificatif. Là. On dit à sa belle-mère, ben non, j'avais une toute petite assiette. Puis elle est toute contente qu'on mange bien son repas puis qu'on le voit comme un compliment, bien évidemment. Est-ce qu'il y a des mythes qui perdurent? Par exemple, là, comme si on mange beaucoup, si on boit, évidemment, on prend pas la route en état d'ébriété. Qu'est-ce qui est... comment on peut évaluer ça? Est-ce que prendre un café, ça a un impact quelconque sur l'ébriété? Non? Non, pas du tout. Et je pense que les autres mythes dont on a parlé, d'un certain point de vue, il n'y a pas de conséquences énormes, ou les conséquences sont à long terme. Le problème avec cette idée qu'on peut prendre un café pour dégraisser un peu, c'est que si on prend du caféine,
on est toujours ivre, on est juste plus éveillé. Et c'est ça où ça devient problématique et on voit ça beaucoup. Il y a quand même plusieurs recherches scientifiques sur ce sujet chez les jeunes adultes parce que dans les années récentes, ça devient de plus en plus commun d'avoir quelque chose comme un vodka Red Bull, un cocktail d'alcool avec des jus caféinés. Donc, et ça, stimulé mais ivre. Ouais. Stimulé mais ivre. Oui. Exactement ça. D'ailleurs, est-ce que parfois, c'est peut-être un moment où on a peu de contact avec des jeunes et on rencontre nos neveux, nièces. La popularité des fameux boissons énergisantes est vraiment remarquable. On peut vivre à l'abri de ça quand on n'est pas de cette génération-là. Est-ce qu'il y a matière à s'inquiéter de cette consommation perpétuelle? Il y a quand même beaucoup de caféine dans ces boissons-là. Oui. Honnêtement, j'ai souvent dit que ces produits sont la combinaison d'un café et d'une Coca-Cola avec les effets néfastes des deux combinés. Parce qu'il y a beaucoup de sucre, beaucoup de caféine. Regardez, le caféine, c'est un stimulant. Si on boit une quantité minime, ça va pas avoir un effet. Cependant, le problème avec ces produits comparé au café, toi et moi, quand on va boire un café, on va boire une café au cours de 15-20 minutes, disons. Le problème avec ces produits caféinés comme le Red Bull et tout ça, c'est que les jeunes, ils les boivent d'un coup et ils boivent 2-3 à la fois. Alors, la dose de caféine peut être un peu excessive et c'est pour ça que les règles existent sur la quantité et la grosseur des canettes qu'on peut vendre ici au Québec. Parce que moi, je connais des jeunes hommes qui en consommaient énormément à un point tel où ils ne sentaient plus vraiment le besoin de manger et se retrouvaient vraiment comme branchés au niveau énergique, mais il manquait de protéines. Oui, exactement. Parce que en termes de caféine, c'est pas probable que quelqu'un va boire assez de café de commencer à avoir des problèmes de santé. Cependant, chez un jeune, principalement quelqu'un qui est plus petit, où la masse corporelle est un peu plus petit, on peut facilement envisager un scénario où ils boivent juste assez pour commencer à avoir des problèmes parce que on réalise pas la quantité de caféine et de sucre et toutes les autres choses qui sont dans ces produits. Docteur Labosse, vous êtes cardiologue, vous êtes épidémiologiste. Pour vous, cette série vraiment très complexe de temps des fêtes qu'on a eu avec la COVID, est-ce que c'est quelque chose du passé ou il faut en profiter parce que ça pourrait se reproduire? Je pense que ça pourrait se reproduire, probablement pas dans le court terme. Cependant, les virus respiratoires existent, ils vont continuer à évoluer. On ne sait pas qu'est-ce qui se produit dans le futur. Je pense la première priorité qu'on doit avoir comme une société, c'est d'améliorer la santé et la qualité de l'air interne dans nos bâtiments. Dans une maison, c'est facile, mais c'est vraiment dans nos écoles, dans nos hôpitaux, dans nos immeubles publics où on doit faire ça pour nous préparer pour la prochaine pandémie. Est-ce que ça va être dans 20 ans, 30 ans, 50 ans? Personne ne le sait, mais ça va arriver un jour, alors ça vaut la peine d'appliquer les leçons qu'on a apprises pendant cette pandémie. En terminant, Dr Labosse, à l'Organisation pour la science et la société à l'Université McGill, est-ce que tous les membres de cette organisation-là sont aussi actifs en communication que vous? Parce qu'on sait à quel point vous diffusez beaucoup de capsules de nouvelles et d'informations à ce sujet-là. Est-ce que c'est la mission de votre comité? Effectivement, c'est exactement ça. C'est d'essayer de vulgariser la science pour le public, pour essayer d'expliquer les choses qui sont des fois un peu complexes et où, si on cherche simplement sur l'Internet, on va trouver toutes sortes effectivement, des niaiseries qui n'ont pas d'allure et qui n'ont pas de base scientifique. Parce que pour un médecin, l'Internet crée des paniques souvent, j'imagine, hein? Et ou des fausses sécurités? Oui, non, honnêtement, et j'ai beaucoup de patients, ils viennent, j'ai lu ça sur l'Internet et là, je dois passer comme 15 minutes pour leur expliquer, non, c'est pas vrai, n'inquiétez-vous pas. Il y a beaucoup de problèmes avec Dr. Google, malheureusement. Ben, on n'en a pas avec le Dr. Labosse. Dr. Christopher Labosse, merci beaucoup d'avoir échangé avec nous, partagé votre savoir. Vous êtes associé à l'Organisation pour la science et la société de l'Université McGill et je vous souhaite de joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes à vous aussi. Au revoir.